Le 26 août 1346, sur les hauteurs de Crécy-en-Ponthieu, la machine de guerre française va vivre l'une des humiliations les plus retentissantes de son histoire. Ce jour-là, l'armée de Philippe VI de Valois, forte de près de 50 000 hommes, va se faire tailler en pièces par une force anglaise 3 fois moins nombreuse. Mais cette bataille ne raconte pas seulement l'histoire d'une défaite militaire. Elle marque la fin d'un monde et l'émergence d'une nouvelle façon de faire la guerre. L'histoire commence bien avant Crécy, dans les vallées brumeuses du pays de Galles. Les Gallois, contrairement aux autres peuples d'Europe, n'ont jamais abandonné les tactiques de combat apprises des Romains. Leur terrain accidenté se prête mal aux charges de cavalerie lourde, alors ils développent une arme redoutable, l'arc long. Cet arc mesure plus de 2 mètres, presque aussi grand que son utilisateur. Sa forme en dé est caractéristique. La partie plate se positionne côté cible, la partie arrondie face au tireur. Mais sa véritable force ne réside pas dans sa taille. Un bon archer peut tirer 12 à 15 flèches par minute, là où un arbalétrier génois ne peut décocher que 4 carreaux dans le même temps. Les Anglais découvrent cette arme lors de leur campagne galloise. Édouard Ier comprend immédiatement son potentiel révolutionnaire. Il commence à recruter massivement des archers gallois dans son armée. Son petit-fils, Édouard III, va pousser cette logique à l'extrême. Pour compenser la supériorité numérique écrasante des Français, la France compte alors 5 fois plus d'habitants que l'Angleterre. L'Anglais développe une tactique redoutable basée sur le tir de saturation. L'historien Henry de Wiley explique cette révolution. L'arc n'est pas en soi une arme neuve, mais l'utilisation concentrée qu'en font maintenant les Anglais procure une puissance d'arrêt dont personne, jusqu'ici, n'avait idée. Cette nouveauté tactique va bouleverser l'art de la guerre. Ces milliers de flèches, tirées en gerbes denses et continues, s'abattent en nappe sur l'adversaire, l'aveugle, le cloue sur place, ses chevaux sous lui, vaincu avant même d'avoir pu s'approcher. L'année 1337 marque le début officiel de la guerre de 100 ans. Édouard III d'Angleterre, petit-fils de Philippe le Bel, conteste désormais le trône de France à Philippe VI, neveu de Philippe le Bel, sacré roi en 1328. Mais derrière cette querelle dynastique se cachent des enjeux économiques majeurs. L'Anglais entend protéger les intérêts économiques de l'Angleterre, en particulier dans les relations avec la grande puissance industrielle qu'était la Flandre, principal acquéreur des produits de l'élevage lainier anglais. Les villes flamandes, dépendantes de la laine anglaise pour leurs ateliers textiles, soutiennent naturellement Édouard III contre leurs suzerains français. La guerre commence par une série d'escarmouches et de raids. En 1340, Édouard III anéantit la flotte française dans le port de l'Écluse en Flandre. Cette victoire navale lui donne le contrôle de la Manche et la liberté de frapper où il veut sur les côtes françaises. 6 ans plus tard, le roi anglais décide de porter un coup décisif. Le 12 juillet 1346, il débarque à Saint-Vaast-la-Hougue dans le Cotentin avec 1200 navires et 20 000 hommes. Son objectif initial, prendre Paris et humilier Philippe VI. Ses troupes ravagent la Normandie, prennent d'assaut la ville de Caen, puis se dirigent vers Paris. C'est une chevauchée classique, cette nouvelle forme de guerre que les Anglais ont perfectionnée, une armée mobile qui pille et détruit tout sur son passage, forçant l'ennemi à réagir. Philippe VI ne peut laisser passer cette provocation. À Saint-Denis, il rassemble toutes les forces dont il dispose et se lance à la poursuite de l'Anglais. Mais Édouard III ne compte pas livrer bataille sous les murs de Paris. Son armée, chargée de butin, a besoin de regagner l'Angleterre. Le 16 août, l'armée du roi d'Angleterre traverse la Seine à Poissy afin de remonter vers le nord. C'est une course contre la montre. Philippe VI, avec son armée bien plus nombreuse, tente de lui couper la route vers les ports flamands où Édouard pourrait rembarquer. Le moment critique arrive à la Somme. Quelques jours plus tard, Édouard III franchit la Somme après avoir vaincu un détachement français au gué de Blanquetaque, en baie de Somme. Cette traversée de justesse sauve l'armée anglaise de l'encerclement, mais elle l'épuise aussi. Après 6 semaines de campagne et après avoir échappé à l'encerclement, l'armée d'Édouard choisit son terrain,
et se rangent en bataille sur les hauteurs de Crécy. Le roi anglais a compris qu'il ne pourra plus esquiver l'affrontement. Alors autant le livrer dans les meilleures conditions possibles. Le 25 août, alors que Philippe VI est à Abbeville, le roi d'Angleterre s'installe sur les hauteurs de Crécy, près du moulin qui surplombe la vallée. Le choix de ce terrain n'est pas un hasard. Les Anglais disposent d'une position dominante, protégée par des pentes qui ralentiront les charges de cavalerie. Édouard III organise ses troupes habilement afin de les tenir prêtes à riposter à l'attaque de la cavalerie française. Ces archers sont placés de telle façon que chaque groupe est couvert par un autre. Cette disposition n'est pas improvisée. Elle résulte de décennies d'expérimentation dans les guerres écossaises et galloises. L'ensemble comprend de 8 000 à 12 000 hommes, dont environ 3/4 d'archers. La première ligne est parfaitement positionnée derrière des rangées de pieux où viendront s'empaler les chevaliers français. Ces pieux, plantés en biais face à l'ennemi, forment une hérissante barrière anti-cavalerie. Derrière eux, les chariots contenant la réserve de flèches ont été disposés en arc de cercle, protégeant ainsi chevaux et cavaliers. Chaque archer dispose de 60 à 72 flèches, soit de quoi tirer pendant 3 à 6 minutes, sans interruption. Mais c'est suffisant. Une bataille médiévale se joue rarement en plus de temps. Les archers disposent des pieux devant leur ligne de manière à briser les assauts. Leurs arrières ou leurs flancs sont couverts par des chariots ou des obstacles quasi infranchissables pour de la cavalerie lourde. Rien n'est laissé au hasard dans cette machine de guerre anglaise. L'armée française présente un contraste saisissant. Parmi les 50 000 hommes de Philippe VI, on trouve 6 000 mercenaires génois conduits par Carlo Grimaldi et Antonio Doria, qui ont la réputation d'être les meilleurs arbalétriers d'Europe. Le roi français a aussi appelé ses vassaux étrangers, Jean Ier de Luxembourg, roi de Bohême, Charles IV, fraîchement élu roi des Romains, Charles II de Valois, duc d'Alençon et frère du roi. Le matin du 26 août 1346 s'annonce étouffant. Pendant que les Français cheminent péniblement sur les chemins poussiéreux de cette chaude journée, les Anglais les attendent assis. Cette différence d'état entre les deux armées va jouer un rôle déterminant. Le contraste est frappant entre des Anglais bien ordonnés, bien reposés, et une armée française dispersée, chaotique et complètement épuisée. Philippe VI a commis sa première erreur tactique en forçant ses troupes à marcher 25 km le jour même de la bataille. Des éclaireurs ont rapporté à Philippe que l'ennemi était loin et que l'armée allait s'épuiser en une vaine progression pour n'arriver sur le champ de bataille que fort tard. Ils suggèrent au roi de faire halte et de monter un camp pour la nuit. Mais la fougue française l'emporte sur la prudence tactique. L'armée française arrive en vue des positions anglaises en début d'après-midi. Philippe VI et sa considérable armée marchent vers l'ouest, arrivent à proximité du plateau, en vue des collines et petites vallées entre Crécy au sud et Wadicourt au nord, par la route basse. C'est alors qu'intervient un élément que personne n'avait prévu. Un orage éclate, rendant le terrain glissant. Cette pluie soudaine va sceller le sort de la bataille avant même qu'elle ne commence. L'arc pouvant facilement être débandé et sa corde mise à l'abri, il est beaucoup moins vulnérable à la pluie qu'une arbalète, d'autant que les cordes de nerfs des arbalètes perdent de leur puissance quand elles sont humides, contrairement aux cordes en chanvre des arcs longs qui gagnent en dureté lorsqu'elles sont mouillées. Cette différence technique va transformer l'orage en catastrophe pour les Français. Si l'on en croit la chronique, un orage survient, qui détend les cordes des arbalètes et celles-ci perdent une bonne partie de leur efficacité. Les arbalétriers, génois, fierté de l'armée française, se retrouvent avec des armes défaillantes. Pire encore, la précipitation de Philippe VI à engager le combat prive ses mercenaires de leur équipement de protection. La précipitation de la bataille les envoie démunis de leurs pavois, qui sont leur seule protection, restés dans les bagages en arrière. Ces grands boucliers rectangulaires constituent normalement la protection vitale des arbalétriers pendant qu'ils rechargent. Les arbalétriers génois ne peuvent lancer que des traits sans force et sans précision, alors que les archers gallois continuent les tirs en l'air pour arroser un secteur choisi par un guetteur haut perché sans souci de précision. L'avantage technologique bascule complètement en faveur des Anglais.
La bataille débute par l'assaut des mercenaires génois. Dans l'après-midi, le premier assaut est mené par les arbalétriers génois, mercenaires à la solde du roi de France. Philippe VI les a payés cher pour contrer les redoutables archers anglais, mais ils vont au contraire subir une humiliation totale. Les archers anglo-gallois mettent en déroute les arbalétriers qui, sous une pluie de flèches, subissent de lourdes pertes. Les Génois sont épuisés par leur marche avec cette arme lourde et encombrante, alors que les archers gallois n'ont qu'à détendre leurs arcs. La différence de cadence de tir devient dramatique. Ils ne tirent qu'à une cadence de 4 coups par minute, face à des archers qui peuvent envoyer 12 à 15 flèches dans le même temps. À Crécy, 2000 carreaux à la minute ne purent rivaliser avec 75 000 flèches à la minute. Les Génois, pris sous ce déluge de projectiles, tentent de battre en retraite. Mais Philippe VI, voyant fuir ses mercenaires, commet une erreur fatale. Il ordonne à sa cavalerie de charger non pas les Anglais, mais ses propres arbalétriers en déroute. Cette décision irrationnelle va transformer une retraite en boucherie. Les chevaliers français piétinent littéralement leurs propres alliés. Les Génois survivants, pris entre les flèches anglaises et les chevaux français, sont massacrés. Cette confusion donne aux archers anglais le temps de se préparer pour l'assaut principal. Après avoir écrasé les Génois, la chevalerie française se lance contre les positions anglaises. La première charge de cavalerie qui s'élance connaît le même échec. Au fur et à mesure que les hommes et les chevaux morts ou blessés s'amassent devant les rangs anglais, les assauts deviennent de plus en plus désorganisés. Les chevaliers français découvrent avec horreur l'efficacité du nouveau système anglais. La portée de l'arc long, efficace sur les combattants faiblement protégés, ou les chevaux à 300 mètres, oblige l'adversaire à attaquer. Cela permet de l'attirer en terrain défavorable et de le contraindre à attaquer une position fortifiée au préalable. Bien que moins efficaces contre les armures de plaque, les flèches étaient généralement capables de percer l'armure plus légère sur la monture du chevalier, le désarçonnant et le forçant à se battre à pied. Les destriers, ces chevaux, de guerre coûtant une fortune, s'effondrent par centaines sous la grêle de flèches. Les charges se succèdent dans un désordre croissant. À 10 contre 1, les Français, confiants dans leur nombre et croyant à l'Al-Lali, vont par plus de 10 fois se lancer à l'assaut des positions anglaises. Mais chaque assaut se brise sur le mur de flèches anglais sans même pouvoir approcher les lignes ennemies. La place prise par le corps à corps ou le coup de grâce à l'arme blanche s'accroît, tandis qu'échouent pareillement les attaques de revers lancées contre les chariots. Même les tentatives de contournement se soldent par des échecs sanglants. Parmi les victimes illustres de cette journée, une figure se détache par son courage aveugle, Jean de Luxembourg, roi de Bohême. Bien qu'âgé et presque aveugle, ce vieux guerrier refuse d'abandonner le champ de bataille. Il demande à ses chevaliers de l'attacher à son cheval et de le mener au plus fort de la mêlée. Cette charge désespérée symbolise à elle seule la noblesse française. Courageuse jusqu'à la folie, mais incapable de s'adapter aux nouvelles réalités militaires. Jean de Luxembourg et ses compagnons périssent dans cette charge héroïque et inutile, leur corps criblé de flèches anglaises. La fleur de la noblesse, dont le roi Jean de Bohême, périt sur le champ de bataille de Crécy. Sa mort marque symboliquement la fin d'une époque, celle où la bravoure individuelle primait sur la stratégie collective. Le prince noir, fils d'Édouard III et futur héros anglais, adopte après la bataille les plumes et la devise du roi de Bohême tombé, Ich dien, je sers. Ce geste chevaleresque au milieu d'une bataille révolutionnaire montre que l'ancien monde ne disparaît pas brutalement, mais se transforme lentement. Crécy marque un tournant dans la stratégie de guerre. Les bombardes faisaient leur apparition pour la première fois dans une bataille rangée. Les Anglais disposent d'environ 11 000 hommes et de 3 bombardes, canons rustiques plus adaptés au siège mais employés pour la première fois en pleine bataille. Pas très efficaces du fait de leur portée limitée, elles effrayèrent néanmoins les troupes françaises et leurs chevaux, contribuant ainsi au désordre affligeant de l'armée française. Ces premières armes à feu, encore primitives, annoncent pourtant l'avenir. Elles préfigurent la révolution qui,
un siècle plus tard, rendra définitivement obsolète la cavalerie lourde. Malgré une idée traditionnellement répandue, il est possible que canons ou autres bombardes n'aient pas été employés à Crécy. Peut-être ont-ils joué un rôle mineur, uniquement pour contrer psychologiquement les charges renouvelées de chevalerie française. Leur impact psychologique surpasse probablement leur efficacité réelle. L'innovation anglaise ne se limite pas à l'artillerie primitive. Pour rendre l'arme plus efficace, plusieurs flèches spécialisées ont été développées. Celles-ci comprenaient des flèches avec de lourdes têtes de corps, ciseaux, conçues pour pénétrer la cotte de maille et d'autres armures légères. Pour accélérer leur cadence de tir au combat, les archers retiraient leurs flèches de Demacintis, leurs carquois, et les enfonçaient dans le sol à leurs pieds. Cela permettait un mouvement plus fluide pour recharger après chaque flèche. Chaque détail technique contribue à l'efficacité meurtrière du système anglais. De plus en plus désorganisée et dans la plus grande confusion, l'armée de Philippe va venir se briser vague après vague jusqu'à la nuit sur le mur des archers anglais sans même pouvoir l'approcher. Cette obstination française stupéfie même les chroniqueurs de l'époque. On s'étonne de l'obstination française, peut-être motivée par un engagement progressif des contingents arrivant sur le champ de bataille et la croyance en un succès toujours possible. Chaque seigneur qui arrive pense que sa charge sera celle qui percera enfin les lignes anglaises. Ni les arbalétriers génois, ni la cavalerie lourde des chevaliers, ni l'infanterie innombrable ne pourra passer. Ce sera une hécatombe, une boucherie furieuse aggravée par les coutilliers gallois qui vont achever les hommes à terre car le roi d'Angleterre a renoncé aux rançons et donné l'ordre de tout tuer. Cette décision d'Édouard III de refuser les rançons marque une rupture avec les codes chevaleresques traditionnels. Habituellement, un chevalier captif était épargné contre une forte somme, mais les Anglais en infériorité numérique ne peuvent se permettre de faire des prisonniers. Cette brutalité pragmatique choque la noblesse européenne. À la tombée de la nuit, l'échec n'en est pas moins patent. Avec les combats de hasard du lendemain, ce sont près de 6000 Français, dont au moins un quart de nobles, et énormément de chevaux qui perdent la vie à Crécy contre environ 300 Anglais. Face à l'incapacité de son armée à bousculer l'ennemi, dans la pénombre de la soirée, Philippe VI se résigna à quitter vaincu et dépité le champ de bataille, laissant les derniers chevaliers irréductibles poursuivre leur combat désespéré. Cette fuite du roi de France constitue l'humiliation suprême. Un monarque qui abandonne ses hommes sur le champ de bataille brise tous les codes de l'honneur féodal. Il s'enfuit par la campagne et trouve refuge au château de Labroye puis à Amiens. Édouard III, lui, sort vainqueur sans avoir eu à porter son bassinet, autrement dit son casque. Cette expression souligne l'ampleur de la victoire anglaise. Leur roi n'a même pas eu besoin de combattre personnellement. La bataille a tourné au désastre. Édouard III n'a même pas eu à engager sa propre bataille restée en arrière en réserve. Cette réserve intacte montre que la victoire anglaise n'a jamais été en danger. La noblesse française s'est une nouvelle fois fait étriller, livrant du même coup la royauté française à une profonde crise de conscience. En effet, Philippe VI ne risqua plus de retrouver les Anglais en rase campagne et n'eut plus la moindre initiative dans cette guerre. Crécy marque un tournant dans l'art militaire, mais les Français mettront du temps à en tirer les leçons. Contrairement à l'opinion communément admise, les Français tirent de véritables enseignements militaires du désastre dans les 2 décennies qui suivent. La place laissée à l'infanterie augmente, l'encadrement et le contrôle des combattants sont renforcés, un signe distinctif est adopté, plusieurs adaptations tactiques sont expérimentées. Mais ces adaptations ne suffisent pas, comme en témoigne le désastre suivant de Poitiers, 19 septembre 1356. Elles sont cependant insuffisantes à compenser les tares inhérentes à l'OST. La bataille de Poitiers, 10 ans plus tard, verra le roi Jean le Bon capturé par les Anglais dans des circonstances similaires. C'est par un coûteux revirement stratégique, la politique de la terre déserte, que Charles V amène finalement les Anglais à signer la provisoire paix de Brétigny, 1360.
Cette tactique de la terre brûlée, qui consiste à détruire toutes les ressources sur le passage de l'ennemi, prive les chevauchées anglaises de leurs moyens de subsistance. Les Français doivent longtemps se résoudre purement et simplement à éviter de combattre les Anglais de front en rase campagne et réorientent leur stratégie vers une guerre de siège, utilisant la tactique de la terre déserte qui laisse les chevauchées anglaises libres de piller le pays. Cette évolution stratégique montre l'impact profond de Crécy sur la pensée militaire française. De nombreuses solutions sont essayées par les Français pour neutraliser ces soldats redoutés. Mise à pied des combattants montés, augmentation de la surface protégée par des plates dans les armures, protection des chevaux, neutralisation des archers ou création des compagnies d'ordonnance et des francs archers. À la suite de son triomphe à Crécy, Édouard III mit le siège devant Calais, qui tomba 11 mois plus tard. Cette conquête donne aux Anglais une base permanente sur le continent, une épine dans le pied de la France qui durera plus de 2 siècles. Le siège de Calais révèle une autre facette du génie militaire d'Édouard III. Incapable de prendre la ville d'assaut, il l'affame méthodiquement. Les bourgeois de Calais, menés par Eustache de Saint-Pierre, finissent par se rendre pour épargner la population civile. Cette méthode de guerre totale, qui frappe indistinctement combattants et civils, marque une nouvelle brutalisation des conflits. Les chevauchées anglaises ne se contentent plus de piller. Elles détruisent systématiquement l'économie française pour l'empêcher de financer la guerre. La prise de Calais complète la victoire de Crécy. Édouard III dispose désormais d'une tête de pont permanente pour ses futures invasions. Plus symboliquement, il a prouvé que l'armée française, réputée la plus puissante d'Europe, pouvait être battue par des tactiques nouvelles. Contrairement à la masse des piétons levés à la hâte et même des chevaliers indisciplinés de l'Ost, l'archer anglais est un combattant professionnel. Cette professionnalisation de l'armée anglaise constitue l'une des clés de son succès. L'armée française de l'époque n'est pas une armée permanente. Basée sur le système féodal, elle est composée d'une levée en masse de serfs assujettis à leur seigneur et de communiers, milices des villes qui doivent le service armé à leur suzerain en temps de guerre. Cette différence fondamentale explique en partie l'issue de Crécy. Face à des professionnels entraînés depuis l'enfance au maniement de l'arc long, les Français alignent des contingents hétéroclites aux loyautés multiples. L'arc long a comme inconvénient d'être assez difficile à apprivoiser et de demander plus de technique et de force que l'arc classique. Des autopsies pratiquées sur des corps d'archers gallois ont révélé des distorsions spinales, témoins des contraintes subies par ces guerriers d'élite. La force nécessaire pour tirer avec un arc long nécessite 3 doigts, contrairement aux arcs utilisés à l'époque en France, que l'on pouvait bander avec seulement 2 doigts. Cette différence technique révèle l'ampleur de l'entraînement requis. Comme la force de traction sur l'arc long était de 160 à 180 livres, les archers à l'entraînement se frayaient un chemin jusqu'à l'arme pendant des années. Le niveau d'entraînement requis pour être un archer efficace décourage d'autres nations d'adopter l'arme. Cette spécialisation extrême fait de l'archer anglais un soldat d'élite, aussi précieux qu'un chevalier mais bien moins coûteux à équiper et entretenir. Les Anglais révolutionnent aussi l'art des formations de combat. Lors de la bataille de Halidon Hill en 1333, les archers adoptent des formations en V qui permettent encore davantage d'atteindre l'ennemi sur le flanc. Cette disposition en herse maximise l'efficacité du tir. À Crécy, l'armée anglaise se retranche sur un monticule, utilisant le terrain pour compenser son infériorité numérique. Cette utilisation tactique du relief deviendra une constante des victoires anglaises, à Poitiers derrière des haies, à Azincourt derrière un terrain embourbé. L'adversaire est alors soumis à une pluie de flèches, ce qui rend efficace un tir à longue portée, où la perte de précision causée par la distance est compensée par la quantité de flèches envoyées. Cette tactique du tir de zone privilégie le volume sur la précision. Sur le champ de bataille, les archers longs se trouvent fréquemment en formation d'enfilade sur les flancs des armées anglaises. Cette position leur permet de frapper l'ennemi par le côté, là où les armures offrent moins de protection.
En massant leurs archers, les Anglais lâchent sur l'ennemi au fur et à mesure de leur avancée une nuée de flèches qui terrassent les soldats et désarçonnent les chevaliers en armure. L'effet psychologique de cette pluie de morts s'ajoute à son efficacité meurtrière. La victoire de Crécy fait l'effet d'un coup de tonnerre dans la chrétienté. Comment l'armée française, réputée la plus puissante d'Europe, a-t-elle pu être battue par une force si inférieure en nombre? Cette question obsède les cours européennes. L'opinion communément admise d'un cycle de défaites reproduisant à l'identique le schéma tactique suicidaire et obsolète adopté à Crécy est cependant fausse. Les chroniqueurs français, humiliés par la défaite, minimisent souvent les innovations tactiques françaises qui suivront. La bataille révèle surtout l'inadaptation du système féodal aux nouvelles réalités militaires, l'individualisme chevaleresque, où chaque seigneur cherche la gloire personnelle, se heurte à la discipline collective anglaise. Cette révolution militaire s'accompagne d'une révolution sociale. L'archer anglais, souvent d'origine paysanne, peut abattre le plus noble des chevaliers français. Cette remise en cause de la hiérarchie sociale par les armes terrifie l'aristocratie européenne. Crécy marque ainsi le début d'une nouvelle ère où la technique prime sur la naissance, où l'entraînement supplante le courage, où la discipline collective écrase l'héroïsme individuel. La défaite de Crécy a des conséquences économiques désastreuses pour la France. La mort de milliers de nobles prive le royaume de ses principaux contributeurs fiscaux. Ces seigneurs étaient non seulement des guerriers, mais aussi des gestionnaires de domaines produisant les richesses du royaume. La perte de tant de chevaux de guerre représente également un désastre économique. Un destrier de qualité coûte l'équivalent de plusieurs années de revenus d'un paysan. Ces montures, tuées par milliers sous les flèches anglaises, représentent une fortune perdue. La prise de Calais prive la France d'un port stratégique et donne aux Anglais le contrôle d'une partie du commerce de la Manche. Cette base leur permet de perturber durablement le commerce français et de lancer de nouvelles invasions. Pire encore, la défaite ébranle la confiance dans le système monétaire français. Philippe VI doit dévaluer plusieurs fois sa monnaie pour financer la poursuite de la guerre, provoquant une inflation qui frappe durement la population. Cette crise économique affaiblit durablement la capacité de résistance française et explique en partie les défaites qui suivront. Crécy marque la fin de 1000 ans de suprématie de la cavalerie lourde en Europe occidentale. Depuis Charlemagne, le chevalier lourdement armé dominait les champs de bataille. Cette hégémonie s'effondre en quelques heures sur les hauteurs de Crécy. La stratégie défensive qu'implique l'utilisation de l'arc long ne sera battue en brèche que par l'apparition de l'artillerie de campagne. L'armée anglaise sera décimée à Formigny et à Castillon, un siècle plus tard, par les Zweisimmen'sche canons français perfectionnés. Cette évolution technologique illustre la course permanente entre l'offensive et la défensive. Chaque innovation militaire suscite une contre-innovation qui finit par l'annuler. L'arc long dominera pendant un siècle avant d'être supplanté par l'artillerie. La leçon de Crécy ne sera pourtant pas retenue immédiatement. Ce sera le début d'une longue série de défaites pour la chevalerie française qui persistera dans ses erreurs tactiques jusqu'aux catastrophes de Poitiers et d'Azincourt. Cette résistance au changement révèle la difficulté des élites à abandonner les méthodes qui ont fait leur succès, même quand elles deviennent obsolètes. La bataille de Crécy transforme radicalement la géopolitique européenne. Elle établit l'Angleterre comme une puissance militaire majeure, capable de défier la France sur son propre territoire. Cette nouvelle donne bouleverse l'équilibre des forces en Europe occidentale. La victoire anglaise inspire d'autres puissances à adopter des tactiques similaires. Les Suisses, avec leurs piques, les Flamands, avec leurs Goedendags, expérimentent des formations d'infanterie capables de résister à la cavalerie lourde. Cette démocratisation de l'art militaire affaiblit progressivement le monopole aristocratique de la guerre. Des soldats d'origine modeste peuvent désormais rivaliser avec les nobles, à condition d'être bien entraînés et disciplinés. L'impact culturel de Crécy dépasse le domaine militaire. La bataille inspire une abondante littérature,
des chroniques de Froissart aux romans de chevalerie. Elle nourrit la propagande anglaise et traumatise la conscience française. Cette mémoire collective influencera durablement les relations franco-anglaises, alimentant une rivalité qui perdurera pendant des siècles. Section 21. Les héros oubliés. Derrière la figure glorieuse d'Édouard III et la tragédie de Philippe VI, Crécy révèle des héros moins connus mais tout aussi importants. Les archers gallois, véritables artisans de la victoire, restent largement anonymes dans les chroniques de l'époque. Ces hommes du peuple, souvent illettrés, maîtrisent un art de guerre que les nobles méprisent. Leur origine modeste les rend invisibles aux yeux des chroniqueurs, plus intéressés par les faits d'armes aristocratiques. Pourtant, c'est leur entraînement rigoureux, leur discipline collective et leur maîtrise technique qui permettent la victoire anglaise. Ils incarnent une nouvelle conception du soldat, professionnel plutôt que noble, efficace plutôt que glorieux. Du côté français, de nombreux seigneurs font preuve d'un courage exemplaire dans la défaite. Ils persistent dans des charges suicidaires par fidélité à leurs idéaux chevaleresques, préférant mourir que de fuir. Ces sacrifices héroïques, bien qu'inutiles militairement, témoignent de la grandeur de l'idéal chevaleresque à son crépuscule. La bataille de Crécy accélère l'évolution des armements et des armures. Les armuriers français perfectionnent rapidement les protections pour résister aux flèches anglaises. L'augmentation de la surface protégée par des plates dans les armures répond directement à la menace de l'arc long. La protection des chevaux devient également une priorité. Les caparaçons, armures équines, se généralisent pour protéger les montures des flèches. Cette course à la protection alourdit cependant les équipements et réduit la mobilité. Les Français expérimentent aussi de nouvelles tactiques. La mise à pied des combattants montés vise à présenter des cibles moins vulnérables aux archers. Cette évolution annonce la transformation progressive du chevalier en homme d'armes polyvalent. La création des compagnies d'ordonnance et des francs archers marque la tentative française de copier le modèle anglais. Ces unités, professionnelles, entraînées et disciplinées, visent à contrer l'avantage tactique anglais. Ces innovations montrent que la leçon de Crécy, bien qu'amère, n'est pas totalement ignorée par les Français. Crécy force la noblesse française à repenser son rôle et ses méthodes. L'idéal chevaleresque traditionnel, fondé sur le combat singulier et la prouesse individuelle, se révèle inadapté aux nouvelles formes de guerre. Les nobles français doivent apprendre à commander des formations complexes, mêlant cavaliers, fantassins et archers. Cette évolution exige de nouvelles compétences tactiques et une vision d'ensemble du champ de bataille. L'émergence de chefs militaires comme Bertrand du Guesclin illustre cette mutation. Ces nouveaux capitaines privilégient l'efficacité sur la gloire, la ruse sur le courage frontal. Ils incarnent une noblesse adaptée aux réalités du XIVe siècle. Cette transformation ne va pas sans résistance. De nombreux nobles persistent dans l'ancien modèle, préférant mourir glorieusement que de s'adapter aux méthodes viles inspirées par Crécy. Cette tension entre tradition et innovation traverse toute la société française et explique la lenteur de l'adaptation militaire. La révolution militaire anglaise a un coût social et humain considérable. L'entraînement intensif des archers transforme des générations de paysans gallois en machines de guerre. Ces hommes sacrifient leur jeunesse à la maîtrise d'une technique meurtrière. Les déformations physiques subies par les archers témoignent de la violence de leur entraînement. Ces guerriers d'élite paient de leur corps leur supériorité technique. Leur spécialisation extrême les rend inaptes à toute autre activité. Cette professionnalisation militaire crée une classe de soldats de métier dépendant de la guerre pour survivre. Quand la paix revient, ces hommes se transforment souvent en mercenaires ou en brigands, perpétuant la violence. L'Angleterre, elle-même subit les conséquences de son innovation militaire. Le coût d'entretien de ses armées professionnelles grève durablement les finances royales et exige une fiscalité de plus en plus lourde. Cette transformation militaire accompagne
et accélère l'évolution vers l'État moderne, centralisé et bureaucratique. Crécy établit un modèle tactique qui dominera les champs de bataille européens pendant plus d'un siècle. De Poitiers à Azincourt, les Anglais reproduisent le même schéma: position défensive, archers en masse, discipline collective. Cette méthode inspire d'autres innovations militaires. Les formations de piquiers suisses, les tercions espagnols s'inspirent directement des leçons de Crécy. Discipline, entraînement, coordination remplacent progressivement l'héroïsme individuel. L'impact de Crécy dépasse le domaine militaire pour influencer l'évolution politique européenne. La bataille démontre qu'une monarchie centralisée, capable de lever et d'entretenir des armées professionnelles, l'emporte sur le système féodal traditionnel. Cette leçon sera retenue par tous les souverains européens. De Charles VII en France à Ferdinand d'Aragon en Espagne, tous s'emploient à créer des armées permanentes sur le modèle anglais. Le 26 août 1346, sur les hauteurs de Crécy, s'achève un monde et en commence un autre. Cette journée ne marque pas seulement la défaite d'une armée, mais la fin d'une civilisation basée sur l'idéal chevaleresque et l'émergence d'une nouvelle ère où la technique prime sur la naissance. Les archers gallois qui décochent leurs flèches meurtrières ne savent pas qu'ils transforment l'histoire. Ces paysans armés d'arcs longs révolutionnent l'art de la guerre et bouleversent l'ordre social européen. Leur victoire annonce l'avènement de la guerre moderne, professionnelle et totale. Philippe VI, fuyant dans la nuit, abandonne plus que son armée. Il laisse derrière lui un système politique et militaire moribond. Son successeur, Jean le Bon, subira une humiliation encore plus grande à Poitiers. Il faudra attendre Charles VII et Jeanne d'Arc pour que la France trouve enfin la voie de la reconquête. Édouard III, maître du champ de bataille, ne mesure peut-être pas l'ampleur de sa victoire. En révolutionnant l'art militaire, il transforme aussi la nature du pouvoir royal. Les souverains qui voudront survivre devront désormais maîtriser cette nouvelle forme de guerre. Crécy résonne encore aujourd'hui comme l'une des batailles les plus décisives de l'histoire européenne. Elle illustre comment l'innovation technique peut bouleverser l'ordre établi et comment les petits peuvent terrasser les grands quand ils maîtrisent mieux les outils de leur époque. Dans cette plaine de Picardie, ce jour d'août 1346, des paysans anglais ont changé le cours de l'histoire. Leur leçon demeure: l'adaptation et l'innovation triomphent toujours de la tradition et du conservatisme, même quand cette tradition s'appuie sur 1000 ans de gloire et de puissance.